Le grondement du ressac se brise contre les rochers noirs de Lindisfarne. Des nuées de mouettes strident au-dessus du monastère et des ombres apparaissent à l'horizon. Pas une flotte, une meute de prédateurs. Leurs bateaux, étroits et souples, tels des serpents, glissent sur les vagues. Dans quelques minutes, les premiers Vikings débarqueront et commencera une époque que les chroniqueurs nommeront plus tard le siècle de la terreur. L'an 793, le jour où l'Europe entendit pour la première fois le cri du vent du Nord, porteur de mort. Qu'est-ce qui a pu pousser des gens, habitués aux prières et au silence, à fuir des murs sacrés comme la peste? Pourquoi des rois, habitués à commander des milliers de guerriers, ont-ils commencé à craindre quelques dizaines de Scandinaves sur des bateaux? Et quelle force a poussé ces hommes à travers les tempêtes, la glace et le feu, là où l'on ne connaissait même pas leur nom? La réponse ne réside pas dans la fureur, mais dans un calcul froid et dans la discipline de fer de la mer du Nord. Les archéologues modernes ont trouvé des traces de leur vie dans les endroits les plus inattendus, des côtes du Groenland aux rives de la mer Caspienne. Mais les origines de cette expansion résident en Scandinavie à la fin du 8e siècle. Un monde rude où la terre est rocailleuse, l'hiver dure la majeure partie de l'année et la récolte pouvait périr d'une seule gelée. C'était une terre où seul survit celui qui est prêt à se battre pour chaque lopin de terre et pour chaque morceau de pain. C'est ici qu'est né un système que les historiens appellent la Drujina. C'est une fraternité militaire où chaque guerrier prêtait serment de fidélité au jarl, le chef local. Le mot jarl ne désignait pas seulement un chef, mais une personne dont le pouvoir reposait non pas sur le sang, mais sur la gloire personnelle et le butin. Le jarl ne pouvait pas commander par droit de naissance, il devait prouver son droit au pouvoir par l'épée. Cela créait une structure unique, une société où la force et l'honneur prévalaient sur la loi, mais où chaque homme connaissait le prix de sa parole. L'image de leur monde était simple, l'obscurité éternelle de l'hiver, le feu dans les maisons de tourbe et l'odeur de poisson salé mêlée au fer des armes. Pour les enfants, au lieu de berceuses, des récits de mer où des dragons gardent l'or et de dieux buvant de l'hydromel dans les crânes des ennemis. Ces mythes n'étaient pas des fictions, ils formaient le caractère. C'est pourquoi, lorsqu'un jeune homme prenait pour la première fois une épée en main, il était déjà prêt à mourir pour la gloire. Mais ce n'est ni la faim ni le mythe qui les a forcés à lever les voiles. La clé résidait dans le changement climatique. Après un court réchauffement, les récoltes ont augmenté et la population avec elle. La terre est devenue insuffisante. Les clans ont commencé à chercher une issue et l'ont trouvée sur la mer. Leur navire, appelé Drakkar, était une merveille technologique de leur temps. Le Drakkar est un long navire à voile et à rame, léger mais robuste, capable de naviguer aussi bien en mer que sur les rivières. Les découvertes archéologiques à Oseberg et Gokstad confirment que de tels navires pouvaient parcourir jusqu'à 100 km par jour, une vitesse incroyable pour l'époque. Imaginez le son. 30 rames frappent l'eau à l'unisson, la coque en bois gémit sous l'assaut des vagues, et à la proue, une tête de dragon sculptée. Ce n'est pas qu'une décoration, c'est un avertissement, un symbole de force et de terreur qui devait inspirer la peur bien avant le débarquement. Lorsque les moines de Lindisfarne virent ces têtes, ils se sont peut-être souvenus des lignes de leur prière. « Dieu, délivre-nous de la fureur des hommes du Nord. » Ainsi naquit la première prière contre les Vikings et le début de la peur qui allait s'emparer de tout le continent. Mais pourquoi Lindisfarne spécifiquement? Pourquoi l'attaque ne s'est-elle pas portée sur une ville riche, mais sur un monastère? Et qu'y avait-il de si terrible dans ce raid pour que les chroniqueurs le qualifient de « signe de la fin des temps » ? La réponse est cachée dans leur code, une loi tacite des guerriers marins, où la mort n'était pas une ennemie, mais un honneur. C'est précisément ce code qui les a transformés de simples pirates en un symbole de terreur pour toute l'Europe. Dans le Nord, il n'y avait pas de roi, seulement des chefs. Chacun d'eux détenait le pouvoir par la force, la ruse et la confiance de sa Drujina. Et chacun comprenait. S'il n'y a pas de nouvelles terres, il n'y a pas non plus de butin. Et sans butin, pas de gloire.
La gloire pour un homme du Nord était ce que l'air est à la respiration. Sans elle, l'homme cessait d'exister. Leur chant disait « Mieux vaut mourir l'épée à la main que de pourrir anonyme sous terre ». Ce n'était pas de la poésie, mais une philosophie de survie. Parmi les guerriers, ceux que l'on appelait les berserkers occupaient une place particulière. Ce n'étaient pas de simples combattants, mais des hommes entrant dans un état de fureur où ils ressentaient la douleur aussi peu qu'un rocher ressent la pluie. Le mot berserker signifiait « en peau d'ours », un symbole de sauvagerie et d'invulnérabilité. On les décrivait comme des démons de la bataille. Torse nu, écumant de rage, les yeux injectés de sang. Les historiens modernes débattent pour savoir si leur fureur était provoquée par un mélange narcotique ou une transe religieuse. Mais les découvertes archéologiques, des crânes présentant des traumatismes de combat caractéristiques, infligés à bout portant, confirment qu'ils combattaient comme s'ils ne connaissaient réellement pas la peur. Derrière chaque expédition, il n'y avait pas de hasard, mais un calcul. Avant le départ, les jarls organisaient un ting, une assemblée populaire où l'on décidait qui partirait en raid. C'est là qu'on choisissait l'itinéraire, répartissait la part du butin et déterminait le nombre de guerriers qui resteraient pour défendre la colonie. Le ting était le cœur de la démocratie scandinave. Même un simple guerrier pouvait se lever et défier le chef s'il estimait que celui-ci agissait de manière malhonnête. C'était un monde où l'autorité valait plus que le sang, et si un jarl perdait le respect, un autre prenait sa place, celui qui était capable de mener à la richesse ou à la mort. Avant l'expédition, les forgerons travaillaient jour et nuit. Le fer était rare en Scandinavie, on l'extrayait du minerai des marais. Pour obtenir une seule épée, il fallait fondre le métal de plusieurs centaines de kilogrammes de terre. Ces épées étaient appelées Ulfbert, d'après la marque gravée sur la lame. Les métallurgistes modernes ont prouvé, leur acier était si pur qu'il surpassait en qualité même les armes de la Méditerranée. C'était un symbole. L'épée, née des marais et du feu, devenait le prolongement du bras de son propriétaire. L'équipement d'un viking pesait environ 15 kg. Une cotte de maille, un bouclier rond en bois avec un umbo de fer, une lance de près de 2 mètres de long et une épée courte ou une hache. Mais la force des Vikings ne résidait pas seulement dans leurs armes, mais dans leur formation. Leur tactique était appelée « mur de bouclier ». Imaginez une ligne de dizaines de guerriers, où chaque bouclier est imbriqué avec le voisin. C'était un rideau vivant, une palissade de fer, derrière laquelle se cachait la fureur et la discipline. Quand un tel mur avançait, il brisait les rangs de l'ennemi, non pas avec des lames, mais par sa masse. C'était un mécanisme de meurtre froid et méthodique, où tout se jouait en quelques secondes et par l'entraînement. Les historiens notent, c'est précisément la discipline qui distinguait les Vikings des bandits ordinaires. Les chroniques racontent qu'ils savaient débarquer, attaquer et repartir plus vite que l'on avait le temps de rassembler une milice. Leurs navires pouvaient remonter une rivière d'1 mètre de profondeur seulement, et apparaître soudainement à des dizaines de kilomètres de la mer. Cela les rendait imprévisibles, comme la tempête elle-même. Les moines anglais écrivaient « Ils viennent comme le brouillard et disparaissent comme l'ombre ». Mais tous ceux qui montaient à bord d'un drakkar ne rentraient pas chez eux. La mer du Nord n'est pas un chemin, mais une épreuve. L'eau est glaciale, le vent est capable de retourner un navire en quelques secondes. Et pourtant, ils y allaient. Pourquoi ? Parce que chaque expédition n'était pas seulement une chasse à l'or, mais un pas vers le Valhalla, le palais céleste où les guerriers tombés festoient avec les dieux. Mourir au combat signifiait pour eux vaincre le destin. Ce culte de la mort et de la gloire les transformait en des hommes impossibles à intimider. Lorsque les archéologues ont fouillé les tumulus de l'île de Björkö, ils ont trouvé les restes de guerriers, enterrés avec des épées, des chevaux et de l'argent. Certains avaient été incinérés avec leurs navires, un rituel symbolisant le passage vers l'autre monde. Même dans la mort, le viking ne quittait pas la mer. Bientôt, leurs voiles apparaîtront à des horizons où personne ne les attendait. Alors que l'Europe prie pour la paix, le Nord aiguise déjà ses épées. Et quand le premier cri des corbeaux déchirera le ciel au-dessus des côtes de la Grande-Bretagne, les rois comprendront. Une tempête approche, à laquelle il est impossible de résister. Au petit matin du 8 juin 793,
La mer au large des côtes du nord de l'Angleterre était calme. Les vagues roulaient doucement sur les pierres. Les moines de Lindisfarne commençaient leur prière. Et soudain, un son. Pas un cri, pas un tonnerre, mais un battement bas et rythmique. D'abord lointain, comme le cœur de la terre, puis de plus en plus fort, de plus en plus proche. C'étaient les rames qui frappaient, 30, 40 coups à l'unisson. Des navires émergèrent du brouillard, et au-dessus d'eux s'élevèrent des boucliers rouges. À la proue de chacun, une gueule de monstre sculptée. À partir de ce moment, l'Angleterre se réveilla dans un nouveau monde. Le chroniqueur Alcuin écrivit « Jamais une telle terreur n'avait été vue sur les côtes de la Grande-Bretagne, telle que celle que les hommes du Nord ont apportée. » Ils entrèrent dans le monastère comme dans une forteresse et firent ce que personne n'attendait. Ils détruisirent le sanctuaire, tuèrent les moines, incendièrent les autels, emportèrent les vases sacrés et les livres recouverts d'or. Ce n'était pas un simple vol, c'était un défi, un coup porté au cœur même du monde chrétien. À cette époque, les monastères n'étaient pas seulement des centres spirituels, mais aussi des dépôts de richesses. On y gardait de l'argent, du grain, des tissus précieux, et surtout, il n'y avait pas de garde. Pour les hommes du Nord, c'était un trophée idéal. Leurs éclaireurs, ceux qu'on appelait les scoutis, repéraient à l'avance les cibles faciles. Un scout est un éclaireur marin, expérimenté en navigation et en observation discrète. Sans de telles personnes, le raid aurait été impossible. Il déterminait la direction du vent, la profondeur d'approche, l'horaire des marées. Tout ce qui, dans les chroniques, semble être un accès de fureur, était en réalité une stratégie froide. Les chercheurs modernes notent « L'attaque de Lindisfarne n'était pas spontanée. Les navires naviguaient avec un calcul précis du vent, et le débarquement lui-même eut lieu pendant la marée basse du matin, lorsque la côte était dégagée et le monastère isolé de la terre ferme. Autrement dit, les Vikings ne se sont pas contentés de faire irruption, ils ont choisi le moment où l'ennemi ne pouvait même pas appeler à l'aide. Ainsi commença l'époque que les historiens appellent la première vague des raids scandinaves. Quand les hommes du Nord repartirent, ils laissèrent derrière eux des cendres, du sang et le silence. Pour les habitants de la Grande-Bretagne, c'était quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Ils croyaient que la fin du monde était arrivée, que c'était un châtiment pour leurs péchés. Mais pour les hommes du Nord, ce n'était qu'un premier pas. Leurs sagas disaient « Là où l'ennemi n'attend pas, là commence le chemin de la gloire ». Quelques années plus tard, de nouveaux dracars apparurent au large des côtes d'Irlande, puis en Frise et en France. Selon diverses sources, dès le milieu du IXe siècle, des centaines d'équipages opéraient sur les côtes de la mer du Nord. Leur principale force, la mobilité. Ils ne construisaient pas d'empire, ils détruisaient ceux des autres. Leur succès s'expliquait par le fait que l'Europe était alors fragmentée. Les rois se battaient entre eux, sans flotte unifiée. Les Vikings devinrent le catalyseur qui révéla la vulnérabilité des États chrétiens face à un ennemi venu de la mer. Mais la mer n'était pas leur seule arme. Ils savaient aussi attaquer par voie terrestre, utilisant la tactique du Blitz Raid, une attaque éclair suivie d'un retrait. Le terme moderne de raid est né précisément de ces actions. Le coup était comme la foudre, instantané, destructeur, et avant que l'orage n'ait le temps de s'abattre, il n'était déjà plus là. Les découvertes archéologiques sur la côte de Northumbrie confirment « Les Vikings ne se contentaient pas de piller, ils emportaient systématiquement tout ce qui avait de la valeur, de l'or aux esclaves. » La traite des esclaves devint l'une des bases de leur économie. Les personnes capturées lors des raids étaient vendues sur les marchés d'Irlande et de Scandinavie. Un esclave pouvait valoir autant que 2 épées. Et c'est précisément cet or et cette marchandise humaine qui permirent aux Vikings de construire de nouveaux navires, d'acheter des armes, de former des armées entières. Dans les chroniques du IXe siècle apparaissent les premières mentions de camps longs, des bases fortifiées où les Vikings hivernaient pour reprendre la mer au printemps. L'un de ces camps fut découvert près de la Tamise, des vestiges de ramparts de terre, des armes, des ossements de chevaux et d'hommes.
Ces fortifications annoncent une nouvelle étape, la transformation des pilleurs en envahisseurs. Mais pour l'instant, l'Europe ne voyait en eux qu'une ombre, insaisissable, impitoyable, comme la tempête. Ils arrivaient quand sonnaient les cloches de l'office du matin et disparaissaient, laissant derrière eux des cendres et des légendes. Les rois tentaient d'acheter la paix avec de l'argent, mais chaque rançon ne faisait qu'aiguiser l'appétit des hommes du Nord. Plus l'or coulait vers le Nord, plus les dracars prenaient la mer. Ainsi, la peur devint une compagne constante de l'Europe. Mais qu'est-ce qui poussait ces hommes à risquer leur vie pour un butin qui pouvait sombrer dans n'importe quelle tempête? Qu'est-ce qui les rendait si froids et impitoyables, comme s'ils se battaient non pas pour la vie, mais contre la mort elle-même? La réponse réside dans leur foi, ancienne, sombre et différente de toutes les religions du monde. Pour comprendre pourquoi les Vikings ne connaissaient pas la peur, il faut regarder leur Dieu. Ils ne priaient pas pour la miséricorde, ils appelaient à la gloire. Dans leur mythe, il n'existait pas de repos éternel, seulement une bataille éternelle. Valhalla, le palais où les guerriers tombés festoient avec Odin, n'était pas un paradis, mais une arène pour une bataille sans fin. Chaque matin, les morts ressuscitent, reprennent leurs épées et se battent jusqu'au soir, pour mourir à nouveau. Pour un homme du Nord, la mort n'est pas une fin, mais une preuve de force. C'est pourquoi il allait au combat avec le sourire, sachant que perdre signifiait gagner la vie éternelle parmi les dieux. C'est au sein de ces croyances qu'est né le concept de Weird, un destin qu'il est impossible de changer. Ce n'est pas une condamnation, mais une acceptation. Si ton heure est venue, tu ne peux pas te cacher, mais tant qu'elle n'est pas venue, tu es invulnérable. C'est ce qui les rendait terrifiants, des guerriers pour qui la peur de la mort était un son insignifiant. Les chercheurs modernes notent que ce code de vision du monde est devenu leur véritable arme, bien plus dangereuse que les épées. C'est avec cette foi qu'ils ont entrepris leurs plus lointaines expéditions. Le IXe siècle fut une époque où les raids se transformèrent en conquêtes. Leur flottille ne se limitait plus à des dizaines de navires. Selon les témoignages des chroniqueurs, certains raids comprenaient jusqu'à 300 dracars. La seule voile d'un tel navire avait la superficie d'une maison, et son mât était aussi haut qu'un pin. Les reconstructions archéologiques montrent que l'équipage d'un grand navire se composait de 60 guerriers. Cela signifie que jusqu'à 20 000 personnes pouvaient participer à un seul raid, un nombre incroyable pour l'époque du Haut Moyen-Âge. Ils débarquèrent dans le royaume franc, incendièrent les monastères de la Seine, prirent d'assaut Nantes, assiégèrent Paris. Le chroniqueur Abon écrivit que la ville respirait la fumée, comme un soufflet de forgeron. Le roi Charles le Chauve tenta de rassembler une armée, mais les navires vikings passaient devant les fortifications, remontaient les rivières comme un couteau dans une plaie et frappaient en plein cœur. Paris ne tint que parce que les murs étaient neufs et que les prêtres payaient avec de l'argent. Pour la rançon, les hommes du Nord levèrent le siège et s'en allèrent, laissant des cadavres sur les rives de la Seine. Leurs expéditions n'étaient pas de simples pillages, c'était une stratégie de pression. Les historiens modernes appellent cela une économie militaire de la peur. Ils frappaient là où l'ennemi était faible et s'en allaient sans s'engager dans de longues batailles. Chaque nouveau raid sapait le commerce, détruisait les liens internes, forçait l'ennemi à dépenser des forces pour la défense. L'Europe payait l'argent pour la paix, et avec cet argent, de nouveaux navires étaient construits. Mais la peur se transformait en légende. Lorsque les Vikings débarquèrent en Irlande, les clans locaux les appelèrent « dieux étrangers ». Dans leur camp, on trouva des amulettes à l'effigie du corbeau, symbole d'Odin. Autour du cou des guerriers pendaient les marteaux de Thor, symbole du tonnerre et de la guerre. Ces objets, les archéologues les retrouvent partout en Europe, de Dublin à Kiev. Ils sont comme des repères laissés par la tempête. Un lien particulier entre la religion et la culture militaire jouait un rôle crucial dans leur succès. Chaque combat était perçu comme un sacrifice aux dieux. Avant la bataille, ils lançaient une lance en l'air, la dédiant à Odin, signe que le sang serait versé par la volonté des puissances supérieures. Ce rituel s'appelait Sperged, le don de la lance. D'abord, l'image, puis la parole, un court lancé avant le premier coup. Pour l'homme moderne, cela semble être une superstition, mais pour l'homme du Nord, un rite ouvrant la porte à la gloire. Les Vikings ne se contentaient pas de combattre, ils construisaient leur propre mythe.
Ils transformaient eux-mêmes leurs exploits en chants que les skalds, poètes des guerriers, consignaient plus tard. Dans leurs poèmes, le sang chantait sur la neige, l'épée rongeait les cœurs des ennemis, et la mer était appelée le chemin des morts. Ce n'était pas une exagération, mais une manière de se souvenir, car plus la légende est terrifiante, moins les ennemis oseront se dresser sur leur chemin. À cette époque, l'Europe commença à changer. La peur des hommes du Nord engendra de nouvelles armées, de nouvelles forteresses et même de nouvelles prières. Dans les églises résonnaient les mots « A furore Normanorum liberanos Domine ». « Délivre-nous de la fureur des Normands, Seigneur ». Ces lignes étaient répétées sur tous les continents, comme un mantra. Même des siècles plus tard, lorsque les contes pour enfants parlaient de monstres, on les appelait souvent simplement « les hommes du Nord ». Mais la gloire est toujours suivie de l'avidité. Plus leur flottille s'éloignait, plus le risque augmentait. Ils commencèrent non seulement à attaquer, mais aussi à s'établir. Sur les côtes de l'Angleterre, les premières colonies permanentes apparurent. Là, ils se mélangèrent à la population locale, apportant leurs coutumes et leurs lois. Ainsi commença la transformation des brigands en colonisateurs, un processus qui allait changer la carte de l'Europe pour toujours. Et pourtant, leur gloire ne s'éteignit pas. Chaque nouveau jarl voulait répéter les exploits de ses ancêtres, et chacun rêvait de mourir de manière à ce qu'une chanson soit composée à son sujet. Mais l'histoire connaît le prix de l'orgueil. Quand une vague monte trop haut, elle doit s'écraser. Et cette vague s'écrasera lorsque les rois d'Europe eux-mêmes cesseront d'avoir peur et pour la première fois repousseront les Vikings. Vers la fin du IXe siècle, l'Europe avait changé. Les rois, qui naguère payaient l'argent pour la paix, commencèrent à construire des flottilles et à fortifier les côtes. L'expérience de la guerre contre les Vikings devint une école de nouvelles pensées militaires. Mais les hommes du Nord n'avaient pas l'intention de s'arrêter. Leurs ambitions grandissaient avec leur influence. Désormais, ce n'étaient plus de simples pillards, mais des peuples entiers vivant de la mer et de l'épée. Ils fondèrent les premières villes, Dublin, York, Edeby. Ces établissements devinrent des centres commerciaux où tout se vendait, de l'argent arabe à la soie byzantine. Les archéologues y trouvent des poids, des pièces arabes, des armes portant les marques du royaume franc. Tout cela prouve que les Vikings sont devenus non seulement des guerriers, mais aussi un lien entre l'Orient et l'Occident. Mais avec la richesse est venu un nouveau défi. Plus ils vivaient longtemps sur des terres étrangères, plus ils perdaient cette force sauvage qui nourrissait leur victoire. Les descendants des premiers raideurs ne naissaient plus au son du vent hurlant, mais au tintement des cloches. Sur le territoire de l'Angleterre, des régions entières apparurent. Le Danelaw, la terre des Danois, où des lois propres étaient en vigueur. L'une de ces lois s'appelait le Wapentake, une assemblée d'hommes libres armés qui statuaient sur les affaires judiciaires. Le mot lui-même signifie « toucher l'arme », car le vote ne se faisait pas en levant la main, mais en frappant les boucliers avec les épées. C'était le symbole d'un nouveau pouvoir. Non pas le chaos, mais l'ordre, bâti sur la force. Pendant ce temps, sur le continent, des forces capables de s'opposer aux hommes du Nord prenaient naissance. Les rois francs créaient des armées permanentes, entraînées à repousser les invasions maritimes. Ils commencèrent à construire des tours le long des rivières, des postes avancés et des murs de pierre autour des monastères. Les chroniques disent que cette période fut un tournant. Pour la première fois, les Européens cessèrent d'être des victimes et devinrent les élèves des Vikings. Leurs ennemis adoptèrent leurs tactiques, leur technologie navale, leur reconnaissance. L'année 878 fut décisive. Au sud de la Grande-Bretagne, dans les marais d'Athelney, les restes des troupes saxonnes se rassemblèrent, menées par le roi Alfred. Face à eux se tenaient les armées des jarls danois, à la tête desquels se trouvait Guthrum, un redoutable chef militaire qui avait incendié la moitié de l'Angleterre. Alfred utilisa une tactique qu'il avait lui-même apprise des hommes du Nord, la surprise et la mobilité. Il créait de petites unités d'attaque qui attaquaient les camps ennemis la nuit et disparaissaient avant l'aube. Au printemps de la même année, la bataille d'Eddington eut lieu, marquant un tournant. Les Anglo-Saxons battirent pour la première fois les Vikings en bataille rangée. Les contemporains écrivirent qu'après la défaite, Guthrum se fit baptiser, prit le nom d'Athelstan et baisa la croix.
symbole de soumission. Ce n'était pas seulement un acte religieux, mais une capitulation politique. Alfred le Grand devint le premier souverain à non seulement arrêter les hommes du Nord, mais aussi à comprendre comment les apprivoiser. Il leur donna des terres, reconnut leurs droits, mais les força à prêter serment à la foi chrétienne. Ainsi, la peur se transforma en alliance, et les raids en fondement d'un futur royaume. Mais tous n'acceptèrent pas cette paix. Une partie des Vikings partit vers le sud-est, vers les fleuves de l'Europe de l'Est. Là, ils devinrent connus sous le nom de Varegs. Les chroniques disent « Les Varegs furent appelés d'outre-mer, afin qu'ils nous gouvernent et rendent la justice. » Ainsi commença un nouveau chapitre de leur histoire, le chemin des Varegs aux Grecs, un chemin menant à la création de la Russe. Les découvertes archéologiques à Ladoga et Gniezdovo, épées, fibules scandinaves, bijoux, confirment. Les hommes du Nord ont laissé leurs traces ici aussi, loin de leurs fjords. Mais à l'ouest, leur pouvoir s'affaiblissait progressivement. L'Europe apprenait vite. Au Xe siècle, les Francs créent des navires capables de rattraper les dracars. Les forteresses deviennent plus hautes, les garnisons plus nombreuses, et même la mer, jadis leur allié, se retournait souvent contre eux. Les tempêtes détruisaient des flottilles entières, et le commerce, autrefois source de leur force, se transformait en piège. Les derniers grands raids, sur Paris, Séville et Lisbonne, n'apportaient plus la même gloire. Au lieu de guerriers, venaient de plus en plus souvent des marchands, des artisans, des mercenaires. La peur de la fureur des hommes du Nord fut remplacée par le respect de leur savoir-faire. L'Europe, après avoir traversé des siècles de terreur, absorba leur énergie et la transforma. Du sang et de l'or, du feu et du vent naquit une nouvelle civilisation, endurcie, disciplinée, sachant se défendre. Et pourtant, une question restait ouverte. Pourquoi des gens vivant dans une terre rude, sans pain, sans soleil, ont-ils pu faire trembler tout un continent? Peut-être la raison n'était-elle pas leur force, mais le fait qu'ils ne connaissaient pas de limite à leur capacité, car là où d'autres voyaient la fin du monde, ils voyaient le début d'un chemin. Et c'est précisément cette foi, en eux-mêmes, en leur destin, en la gloire, qui les rendit immortels, même lorsque leurs épées rouillèrent. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Quelques décennies plus tard, le Nord donnera à nouveau au monde un nom qui changera tout. Un nom sous lequel la peur de l'Europe se transformera en un nouvel empire. Des siècles passèrent. Les Vikings disparurent en tant que peuple, mais non en tant que force. Leurs descendants devinrent rois, chrétiens, marchands. Mais le sang de la mer les appelait toujours à l'exploit. En 1066, un descendant des Jarls, Guillaume le Conquérant, débarqua dans le sud de l'Angleterre et la conquit. Ainsi s'acheva l'ère des Vikings et commença une nouvelle, l'ère des royaumes bâtis sur leur héritage. Mais la peur du Nord ne disparut pas. Les archéologues trouvent encore sous les couches de terre des traces de monastères incendiés, des runes sur des pierres, des marques de feu sur de vieilles cloches. Chaque découverte rappelle, jadis, quelques centaines d'hommes purent faire trembler un continent. Leur arme n'était pas seulement le fer, mais aussi une idée, la conviction que l'homme est capable de défier le destin et de vaincre. Aujourd'hui, il semble impossible qu'une poignée de navigateurs sans carte ni poudre à canon ait pu changer le cours de l'histoire. Mais c'est là leur trace éternelle. Ils ont prouvé que la détermination et la discipline peuvent être plus redoutables que n'importe quelle armée. L'Europe a appris à se défendre, mais elle a d'abord dû apprendre à avoir peur. Et maintenant, quand nous regardons la mer du Nord grise, la question demeure. Qu'est-ce qui donnait à ces hommes la force d'aller là où d'autres voyaient la mort? Peut-être quand chacun de nous vit encore l'ombre de ce guerrier qui va à la rencontre de la tempête, sachant qu'au-delà de l'horizon, au-delà de la peur, commence l'éternité.